Parfait. Voilà, donc normalement, l'enregistrement a démarré. On attend encore quelques minutes si ça vous ennuie pas que les dernières personnes se connectent. Comme je t'ai expliqué, mon père se connectera d'ici une dizaine de minutes. Oui, pas de problème, Bastien. Avec plaisir. Voilà, je vous fais patienter encore 2 petites minutes, le temps que les personnes se connectent. Bonjour Hélène, Bonjour. bienvenue. Écoutez, il est 15h35, je pense qu'il y a encore plusieurs personnes qui vont se joindre à nous, mais je vous propose de commencer tout doucement et les personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Donc déjà, bah, écoutez, bienvenue à tous à ce club innovation donc, sur le thème du développement international et sur le FASEP dont on va parler en détail aujourd'hui. Quelques aspects logistiques, donc en plus de l'enregistrement que j'ai démarré il y a quelques minutes, on vous rassure, donc je vais prendre le temps bien sûr pour vos questions, puisque l'objectif des clubs innovation, c'est vraiment de pouvoir discuter entre membres, partager les expériences. On aura 2 retours d'expérience d'ailleurs aujourd'hui d'Altéréo et de Biénergie. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est vraiment de pouvoir poser vos questions librement, de pouvoir échanger entre vous. Donc, on gardera un temps de réponse, un temps de questions et de réponses à la fin de ce webinaire. Et si vous avez des questions pendant les interventions, si vous pouvez plutôt privilégier le chat, ce serait parfait. On pourra prendre vos questions sur la fin, mais je vous propose de passer les présentations et de garder ce temps d'échange sur la fin. On vous enverra également les présentations à la suite de ce webinaire. Et donc, je vous propose de vous présenter l'ordre du jour. Donc, pour me présenter en 2 mots, donc, je suis Simon Nardin, je suis chargé de mission innovation chez EA Eco-Entreprise. Je vais avoir l'honneur d'introduire et de présenter mon cluster et de me présenter plus en détail. Et on aura ensuite donc une présentation plus détaillée du fonds d'études et d'aide au secteur privé donc, par Florine Morel du ministère de la Transition écologique. Et comme je le disais, à la suite de cette présentation, l'idée, c'est vraiment d'avoir le retour d'expérience de nos membres, donc Altéreo et Biénergie.
Et encore merci à tous les trois de vous être rendus disponibles et de nous accorder ces temps d'échange avec nos membres. J'espère que ce sera fructueux pour tout le monde. Et comme promis, on gardera bien une session de questions-réponses et d'échanges à la fin de ce webinaire. Avant de commencer, puisqu'on est finalement assez peu nombreux, mais c'est l'objectif des clubs innovation, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un rapide tour de table pour que chacun puisse dire simplement donc deux mots sur sa société, mais vraiment très, très rapidement, et la raison pour laquelle il participe à ce webinaire. Voilà, donc je vous propose ce tour de table. Je vais prendre les personnes comme elles viennent dans la liste que j'ai sous les yeux. Et donc, je vous propose de commencer par Bastien, du coup. Tu es le premier sur ma liste, Bastien. Ouais, on y va. Alors, moi, je suis directeur commercial et associé de Solterra, qui va être une nouvelle société qu'on va créer, mais surtout de Terra Environnement. Nous, notre métier de base, d'origine, c'est la distribution d'équipements et de process de traitement des déchets. Et on est plus actif notamment dans le segment du déchet organique et du déchet du TP. Voilà. Donc, on est amené à travailler régulièrement sur des innovations en partenariat avec des entreprises qui innovent. Puisque une partie de notre activité est, on va dire, un partenariat et une animation d'un consortium de sociétés qui travaillent ensemble et qu'on aide on va dire, qu'on aide pour développer des process ensemble. Donc voilà, donc sur ça, on est innovant et donc potentiellement intéressé par le FASEP. Et ensuite, deuxième activité qu'on va sortir bientôt, là, une seconde société qui va s'occuper de tout ce qui est un petit peu système solaire et mobilité solaire. Donc là aussi, avec pas mal d'idées d'innovation, et on a commencé déjà. Donc voilà. Merci, Bastien. Domitille? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Domiti Couget, je suis la nouvelle correspondante territoriale chez EA Éco-entreprise au niveau du territoire de la Côte d'Azur. Donc, en fait, je viens à ce club Inno parce que ça fait 2 mois que je suis là et que je viens en curieuse savoir comment sont faits les clubs innovation de EA Éco-entreprise. Voilà. Merci, Domitille. Florine, du coup, je vous laisse vous présenter, même si vous interviendrez juste après, peut-être. Alors, je vois que Florine, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vous propose d'avancer. Donc, Hélène? Oh, ça y est. Bonjour, moi je suis Hélène Mariette et je représente Déméter Végétalisation, qui est une société qui a créé un substrat extrêmement léger pour favoriser la végétalisation urbaine, donc sur des toitures, sur des murs, mais également au sol. Comme notre substrat retient particulièrement bien l'eau, on aimerait bien être intégré sur des projets, notamment en Afrique, sur des projets agro. C'est un substrat qui est biosourcé et qui permet en fait des cultures maraîchères. Voilà. Merci Et je viens beaucoup. vraiment à... Je connais le FASEP de nom, mais j'aimerais bien savoir concrètement comment on peut participer à ces projets et éventuellement trouver des partenaires en fait de consortium, puisque ça touche vraiment végétalisation, maraîchage, cycle de l'eau. C'est très complet. Donc au plaisir Parfait. d'échanger. Merci pour cette intervention. Merci à vous, bienvenue, et on espère qu'on répondra à vos attentes aujourd'hui. Donc ensuite, si je continue ma liste, j'ai Yvan. Bonjour, bonjour, Yvan Boufredas, société Axo, société spécialisée dans la recherche de fuites.
Alors nous, on a déjà participé à un FASEP et on y a pris goût. Donc aujourd'hui, notre démarche, c'est de se professionnaliser en ce sens pour que justement on puisse à nouveau participer à un tel projet qui nous a permis de nous internationaliser, hein. Alors, ça venait dans une politique de travail à l'export déjà, mais dans tous les cas, le fait de travailler sur la durée, puisque souvent les FASEP sont étalés sur quelques dizaines de mois, cela permet d'avoir une logique export qui est intéressante à développer. Donc voilà, d'où notre présence aujourd'hui sur ce webinaire. Merci Yvan, et du coup tu pourras aussi compléter à la fin si tu le souhaites de ton expérience. C'est pour ça qu'il y aura Thibaut avec nous, puisque c'était le chargé de mission sur ce dossier. Eh bien parfait, très bien. Maud? Bonjour. Attendez, je crois que j'ai pas mis la caméra. Vraiment impliquée. Voilà, vous allez me voir. Donc enchantée, je suis Maud Perrier-Camby. Moi, je travaille chez Vortex.io. C'est une start-up qui a été créée en 2019. Les cofondateurs ont créé une microstation qui permet de faire de la prévention inondation. Et aujourd'hui, grâce aux multiples développements qu'ils ont pu faire sur les 3-4 dernières années, on travaille également sur la qualité d'eau. On a commencé l'export puisque on a déjà des microstations au Canada, en Australie. Et on essaye un peu de se déployer vers d'autres pays en ce moment, d'où voilà, l'intérêt du FASEP pour voir qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec ce programme. Parfait, merci beaucoup. Donc ensuite, on a Michael. Je te laisse peut-être dire un mot, Michael, même si tu interviens après. Oui. Bonjour à tous, tout le monde m'entend bien? Très C'est bien. bon? Oui, très bien. Donc, Michael Ballandra, directeur général de Bioénergie. On va témoigner après parce qu'on vient juste de finaliser. On était au mois de février au Sénégal pour la livraison d'un démonstrateur dans le cadre du FASEP. C'est en ce sens qu'on intervient. Merci Simon pour l'invitation, pour échanger. Même si moi je l'ai pris en cours de route, je vous expliquerai, il a été initié avant que j'arrive. Mais je l'ai pris en cours de route et on l'a finalisé. Voilà. Paul, du coup, je te laisse aussi dire un mot. Oui, bonjour à tous, enchanté. Paul Petit, donc moi je travaille pour Altereo, on est une société spécialisée dans la gestion patrimoniale des réseaux d'eau. Donc concrètement, en fait, on accompagne les services d'eau pour mettre en place des programmes optimisés de renouvellement de leur réseau potable. Et j'interviens aujourd'hui en fait pour présenter notamment un FASEP qui s'est très bien passé, qu'on a réalisé l'année dernière au Mexique. Et donc pour capitaliser sur ce projet, aujourd'hui, je suis basé à Mexico. Donc je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Merci Paul. Et donc nous avons Thibaut, qui je pense est avec Yvan du coup. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, Yvan a déjà présenté la structure et moi j'ai participé activement à un FASEP à Madagascar sur toutes les problématiques de pertes physiques, donc les fuites et pertes commerciales, pour redégager aussi des revenus chez l'opérateur et lui permettre de retrouver des capacités d'investissement et d'être autonome. Donc des projets qui ont beaucoup de sens, mais un mécanisme à maîtriser pour le montage, le suivi et la finalisation. Et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant à partager parce que ça demande pas mal de travail, surtout en amont. Bah, parfait, merci pour la transition Thibaut. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, donc merci beaucoup pour la transition. Juste une chose, Florine, est-ce que du coup ça fonctionne de ton côté? Oui, ma connexion elle est un peu instable, c'est pour ça que j'ai coupé ma caméra, mais voilà, je suis là. Pas de souci. Parfait, c'était juste pour vérifier. Parfait, bah écoutez, merci à tous en tout cas d'être présents aujourd'hui. J'entre tout de suite dans le vif du sujet, donc simplement pour vous présenter EA Eco-Entreprise en quelques mots. Nous sommes le réseau des éco-entreprises en région sud. Notre objectif, c'est vraiment de renforcer la compétitivité de nos membres. Donc, c'est faire du business et faire du business entre membres, hein, et favoriser le développement durable de nos territoires. On a été créé il y a 27 ans. Il faut vraiment nous voir comme des facilitateurs.
et également comme une structure capable de promouvoir aussi les compétences de nos membres auprès des donneurs d'ordre publics et privés. Euh, on travaille beaucoup sur les sujets d'accompagnement, notamment de l'accompagnement et du développement à l'international. Et l'objectif, c'est le réseau. Donc, si je vous donne vraiment des mots-clés, c'est le réseau, le business, le développement des territoires et l'accompagnement. Ce qui nous différencie, je pense, des autres pôles que vous pouvez connaître, notamment sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est qu'on a une approche multifilière et on est l'un des seuls pôles à avoir cette approche vraiment très transversale sur l'ensemble des sujets liés à la transition écologique et énergétique. Donc, nos membres vont aussi bien travailler sur les déchets que sur l'énergie, que sur les sites et sols pollués, la biodiversité ou plus sur les services aux entreprises. Donc, on a beaucoup de bureaux d'études également dans nos membres. Et puis, il faut également savoir qu'on est un cluster de l'eau. On a aussi des membres de l'eau et nous représentons, enfin, nous sommes l'antenne du pôle Aqua Valley qui est situé en région Occitanie. Donc, nous sommes l'antenne du pôle de compétitivité Aqua Valley en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La deuxième chose qui nous différencie, c'est notre ancrage justement territorial. Je vous parlais de territoire tout à l'heure. On est un petit réseau par rapport aux autres réseaux que vous pouvez connaître, puisqu'on a à peu près 160 membres dans notre réseau, très ancré sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, notre siège est à Aix-en-Provence sur le technopole de l'environnement, technopole de l'Arbois, puisque c'est vraiment là qu'il y a un gros écosystème sur la transition écologique. Et nous avons donc également une antenne sur Nice qui est représentée par Domiti, qui est présente aujourd'hui, et je remercie Domiti pour sa présence. Vous avez ici quelques chiffres clés, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous voyez qu'on a 80% de membres qui sont des très petites entreprises ou des PME. Quelques grands comptes, notamment dans le domaine de l'énergie, qui sont membres également. Je pense à Total Énergie ou à Voltalia. Et des instituts de recherche et de formation, puisqu'on fait aussi le lien, bien entendu, avec les académiques. Donc, on a aussi un partenariat, notamment avec Aix-Marseille Université. Sur les expertises de nos membres, vous avez un peu le détail. Les services, c'est vraiment plutôt lié au bureau d'études dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, vous avez un peu la répartition de nos membres par filière. Juste un tout petit mot pour vous dire qu'on fonctionne beaucoup sous forme de groupe de travail. Donc, c'est l'un des services qu'on apporte. Ça, c'est le mot-clé réseau dont je vous parlais tout à l'heure. L'objectif, c'est vraiment de faire travailler nos membres ensemble, à la fois recherche publique, recherche privée, sur des sujets qu'on renouvelle chaque année ou pas, mais en tout cas, l'idée, c'est d'identifier des problématiques pour nos membres et de les faire travailler avec un livrable associé. Donc, vous voyez là qu'on a 6 groupes de travail cette année sur les ressources en eau, sur le changement climatique, sur la décarbonation également, décarbonation de la ville, les déchets textiles ou encore le photovoltaïque et biodiversité. Et puis, on organise donc des clubs dans les services qu'on propose. Donc, vous êtes aujourd'hui présent sur ce club innovation dont l'objectif est vraiment de partager les bonnes pratiques plutôt en petit comité comme c'est le cas aujourd'hui. On organise également, donc les clubs innovation, c'est à peu près 4 fois par an sur des sujets extrêmement, extrêmement variés. On organise également 2 comités des financeurs par an. Donc là, c'est plutôt pour accompagner nos membres dans une démarche de levée de fonds. Là, on va les mettre en lien. En fait, nos membres vont pouvoir pitcher devant des investisseurs privés. Et également les rendez-vous de l'Europe, puisqu'on a une équipe Europe donc à Aix-en-Provence qui travaille aussi sur les sujets, donc les programmes européens et sur l'accompagnement de nos membres aux programmes européens. Et donc, il y a des rendez-vous de l'Europe, un peu sur le modèle des clubs innovation, qui sont organisés de manière régulière.
On organise aussi plusieurs colloques chaque année. Donc là, vous en avez 3 sur la fin d'année, hein. Un premier sur l'achat public et la transition écologique qui sera plutôt axé sur le BTP. Un second sur les ressources en eau, donc avec le pôle Aquavalais dont je vous parlais tout à l'heure. Et un troisième sur la décarbonation de la ville qui aura lieu le 8 octobre à Marseille, si je ne vous dis pas de bêtises. On vous le confirmera si je vous ai dit une bêtise. Et je termine donc par l'accompagnement innovation qu'on vous propose et dont je m'occupe plus particulièrement. Donc, au-delà des clubs innovation, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire de la veille sur les différents appels à projets. Donc, le FASEP en fait partie, en tout cas sur les programmes de financement qui peuvent exister. Je pense aussi au programme France 2030, par exemple. D'accompagner nos membres dans le montage de projets, dans la recherche de partenaires et dans la recherche de financement. Et de s'occuper aussi du suivi des projets. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on peut vous accompagner depuis l'émergence du projet jusqu'à sa finalisation. Donc, l'objectif, c'est aussi de faire émerger des projets. J'espère que ce sera le cas aujourd'hui et que grâce à ce club innovation, vous pourrez monter de beaux dossiers FASEP qui pourront ensuite être sélectionnés. Voilà, j'en ai terminé de mon côté. Je vais passer donc la parole à Florine. C'est moi qui vais passer les slides, donc pour que Florine nous présente plus en détail le FASEP. Donc Florine, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais essayer de remettre la caméra et on verra si ça marche. Non, ça marche pas. Ah, ouais, non. Ah. Je sais pas, c'est bon. Ouais, parfait. Et on verra si la connexion tient. Donc bonjour à tous. Merci Simon pour cette l'occasion que je puisse présenter le FASEP. Tu peux passer la slide après. Donc globalement là c'est juste pour avoir que vous ayez le contexte. Du coup juste pour vous situer mon bureau. Donc moi je travaille à la direction de l'action européenne internationale du ministère de la Transition écologique. C'est une direction qui est partagée en 3 sous-directions. Donc une qui va s'occuper de tout ce qui est action internationale, une autre sur tout ce qui est action européenne. Donc c'est là on va retrouver en fait les négociateurs qui vont négocier la position de la France au travers des différentes instances, que ce soit onusiennes ou européennes. Et après il y a la 3e sous-direction à laquelle je me trouve, qui est un peu transversale et qui va vraiment rendre un peu opérationnel les positions qu'on porte à l'international et en Europe, et notamment à travers de projets. Et donc un peu plus précisément, dans mon bureau, c'est la slide suivante. Donc on a un peu 4 missions principales. Donc le bureau, c'est l'acronyme POP, donc pour partenariat opérateur projet, parce que donc on anime et on coordonne les actions internationales des établissements publics sous tutelle, donc type ADEME, OFB, etc. Je ne sais pas si vous êtes similaire à ces établissements-là. Et aussi on développe des projets, on aide on finance des projets de transition et d'innovation par divers outils de financement, dont le FASEP. Donc c'est la prochaine slide. Donc voilà, juste globalement, ça c'est les outils de financement qu'on retrouve dans mon bureau sur lesquels on travaille et qu'on accompagne les porteurs de projets. Donc il y a le Fonds français pour l'environnement mondial, qui est ouvert à tout type d'acteurs, notamment ONG, associations, mais aussi privées. Après, donc, on a les prêts du Trésor et le FASEP. Donc on les a mis ensemble parce qu'ils sont au sein du même comité. Et parfois, il arrive, donc je reviendrai après, mais parfois, il arrive que du coup, des FASEP amènent à des prêts du Trésor, donc qui sont des montants beaucoup plus élevés et des projets beaucoup plus avancés. Mais le FASEP permet un peu d'avoir cette première expérience. Il y a aussi le programme LIFE, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est en fait, à savoir, c'est que le ministère fournit une assistance gratuite aux porteurs de projets pour déposer le dossier. Voilà. Et après, on fait aussi des jumelages. Donc voilà, c'était juste pour que vous ayez globalement le portefeuille qu'on a. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le FASEP. C'est donc un fonds d'études d'aide au secteur privé
qui est donc rattaché à la Direction générale du Trésor, donc le ministère de l'économie. Et donc vraiment l'objectif c'est de subventionner des projets français, donc vraiment aux acteurs français, entreprises françaises, pour l'export. Et il faut qu'il y ait toujours une notion d'aide au développement. Donc concrètement, c'est un don ou une avance remboursable pour avancer des projets menés par des entreprises françaises. Donc c'est les entreprises, c'est en particulier des petites entreprises, PME, TPE. Le montant, il varie de 100 000 à 800 000. La moyenne, les projets en moyenne sont financés à autour de 500 000. La liste des pays éligibles, donc elle est actualisée toute chaque année, mais en manière générale, elle regroupe les pays, la liste OCDE des pays en développement, d'aide au développement. Voilà. Et donc le pilotage, en fait, c'est qu'il y a un comité qui se réunit tous les mois, qui est présidé par la Direction générale du Trésor, donc, le ministère de l'économie, et se retrouve aussi donc le ministère mon ministère, le transition écologique, l'AFD, le ministère des Affaires étrangères, parfois aussi le ministère de l'Agriculture, en fonction des projets. Et chacun donne un avis en fonction du prisme de son ministère. En l'occurrence, donc le MEAE va donner plus un avis politique et sécuritaire. Le MTE va donner plus un avis donc, technique, vraiment est-ce que la solution proposée est viable, et aussi environnemental. Quel est l'impact environnemental du projet? Est-ce qu'on peut l'améliorer? On va faire souvent on est amené à faire des recommandations pour améliorer le projet. Voilà. Et donc ça c'est comment est piloté les comités. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de FASEP. Alors, de mon côté, je n'entends plus Florine. Je ne sais Moi non pas plus. si c'est vous non plus. C'est bon, ça Ouais, marche. Moi non plus. ouais. C'est bon, Ok, ça je sais remarche. pas où. On t'a perdu quelques secondes, Florine. Ok, je sais pas où je me suis arrêtée. Il y a 2 Peut-être types quand de j'explique. FASEP. Ok. Donc le FASEP études, qui va vraiment du coup financer des études techniques et de faisabilité. Donc là, c'est vraiment, ça peut faire vraiment émerger un projet et on est vraiment au tout début un peu de la solution. On ne sait pas si elle peut marcher dans tel ou tel pays. Et en FASEP, ce qu'on appelle innovation verte ou démonstrateur. Donc voilà, c'est pour plus financer un projet pilote. Le projet est en général un peu plus avancé et ça permet un peu il y a une composante, c'est voilà, un projet, voilà, un démonstrateur. Après, du coup, prochaine slide. Donc les critères de décision ou d'éligibilité, en fait, ce qui va être regardé par le comité pour savoir si le projet remplit ces critères-là et pour qu'on octroie ou pas le financement. Donc il y a ces 5 critères principaux, mais avant toute chose, il faut absolument que le bénéficiaire final soit identité publique. Ça, c'est quelque chose qu'il y a à savoir. Donc ça peut être une communauté, une collectivité, un ministère, voilà. Donc les critères, il faut donc tout d'abord que ce soit un projet de soutien à l'export, donc il faut mais de l'export français, donc il faut que le projet regroupe 85% de parts françaises. Et il faut qu'après il y ait des perspectives, en fait, et après aussi ce qui rejoint un autre critère, mais du coup d'effet de levier. Souvent, du coup, dans le FASEP, il y avoir un club de suivi dans lequel, du coup, vous allez intégrer d'autres entreprises. Et en fait, l'objectif, c'est qu'après, vous ouvrez un marché pour ces autres entreprises et que vous puissiez développer le projet à plus grande échelle et aussi impliquer d'autres acteurs français. Et du coup, notamment aussi donc, des startups et PME. Donc, un autre critère qui est important, c'est l'appropriation locale. Donc, il faut vraiment que le bénéficiaire local ait démontré son intérêt. En général, on demande une lettre d'intérêt. Donc, il faut vraiment un document officiel qui montre que le bénéficiaire local cherche ce type de solution. Et après aussi, pour que ça y ait cette appropriation, en général aussi, on demande parfois quelques jours de formation pour que sur place, le bénéficiaire puisse intégrer la solution. Donc il faut qu'il y ait un aspect innovation aussi, donc ça peut être soit technologique, soit social.
et une certaine maturité technologique. Enfin, souvent, c'est quand même, étant donné que c'est innovant, c'est nouveau, et on n'attend pas un projet qui ait fait ses preuves depuis une dizaine d'années, mais on attend quand même qui s'est déjà essayé, au moins en France, à quelques reprises. Et il faut qu'il y ait un impact environnemental et social positif. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, côté MTE, on peut vous aider. Voilà, si vous voulez poser une demande FASEP, on peut se rencontrer et on peut échanger. Vous pouvez faire un premier jet de demande et on peut voir ensemble sur les aspects qui peuvent être améliorés. Voilà, et après, donc du coup, effet de levier, là, j'ai déjà parlé. Non, c'est bon, c'est bon. Donc, comment avoir une subvention FASEP? Donc, tout d'abord, il faut identifier donc, le projet, le pays et un bénéficiaire. Donc, pour ça, vous êtes accompagné, vous pouvez donc prendre contact avec le service économique en ambassade. Donc, le service, donc, il va vous aiguiller, il va vous dire ce qui est possible ou pas, vous mettre aussi en contact avec les personnes, notamment le bénéficiaire local. À savoir aussi, c'est que dans le service économique en ambassade, il y a ce qu'on appelle des conseillers développement durable, donc qui sont des agents qui sont détachés du MTE et qui sont vraiment là pour vous accompagner, qui connaissent les partenaires sur place et voilà, qui sont là pour aider les entreprises à développer des projets. Donc ça, c'est vraiment une ressource que vous sachez qui existe et qui est là pour vous. Donc après, les conseillers développement durable ne sont pas dans toutes les ambassades, mais souvent ils regroupent un portefeuille de plusieurs pays. Donc vraiment ne pas hésiter. Donc si vous avez besoin, pareil, ça vous pouvez passer par moi et je vous transmettrai les coordonnées nécessaires. Et donc après prendre contact avec l'attaché trésor, donc c'est eux qui vont vous fournir vraiment tout le process et les documents à fournir, etc. Mais pareil, moi si jamais vous souhaitez déposer un FASEP, je peux rester aussi dans la boucle et vous accompagner là-dedans. Voilà. Et après, donc, une fois que les services économiques, la DGT sont mis d'accord sur le fait, sur le potentiel de votre projet et qui peut être éligible à un FASEP, vous allez être amené à remplir ce qu'on appelle une fiche de prise en considération, parce que du coup, la subvention FASEP, l'instruction, elle se fait en 2 étapes. Donc voilà, c'est une petite fiche de 3 pages juste pour expliquer votre projet et le montant. Après, vous passez en comité d'aide projet. Donc c'est là où du coup, ce que je disais, l'AFD, le MEAE, le MTE, on va donner nos avis sur le projet et exprimer nos réserves si on en a et nos recommandations. Et suite à ce premier passage, du coup, après, la DG Trésor va revenir vers vous avec tous ces questionnements, réserves, recommandations. Et ce qui va vous permettre, du coup, après faire un deuxième dossier un peu plus étayé et notamment en répondant à ces questions pour après, du coup, faire repasser en comité. Et là, si on décide si on octroie ou non le FASEP. Et après, ça se fait entre la DGT et BPI. Voilà. Voilà. Et donc là, c'est le calendrier. Donc ça vous permet de voir. C'est quand même l'avantage du FASEP, c'est que c'est un outil quand même l'instruction se fait assez rapidement. Là, comme vous pouvez le voir, entre le dépôt de la fiche en prise en considération, quelques semaines après, vous passez déjà en comité. Et après, juste le temps de retravailler le dossier, etc. Vraiment, ça se fait entre 3 et 4 mois. Donc c'est quand même assez rapide. Vraiment du début jusqu'à la signature de don. Donc ça vous êtes accompagné et dans l'investissement que vous mettez, franchement c'est assez rentable parce que c'est rapide. Voilà. Donc ça c'est plus en guise d'information. Là on rentre un peu dans le détail, mais au début du projet, donc la BPI va vous verser un acompte de 30%. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un peu rendre des comptes au club de suivi. Donc, il y aura faut faire un rapport de démarrage, un rapport intermédiaire, un rapport final. Voilà. Et après, du coup, vous aurez le reste au fur et à mesure du fonds qui sera versé.
Et aussi, étant donné que le but, c'est d'initier d'autres projets, bah, après, c'est faire un retour aussi à la DGT si jamais il y a des contrats qui ont été signés grâce au projet. Voilà. Et ça, c'est quelques exemples du FASEP, enfin de projets, mais ils sont vraiment là, ils sont plus axés sur l'agriculture parce que, enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque année, il y a des appels à projets FASEP, donc, et cette année, c'était sur l'agriculture et l'alimentation durable. L'année d'avant, c'était sur l'énergie, et là, ils ne sont pas encore publiés le prochain. Donc ça, en général, c'est vers octobre. Donc là, voilà. Donc cette année, c'était sur l'agriculture. Donc c'est pour ça que là, il y a des exemples plus axés agriculture. Mais du coup, là, on aura des retours d'expérience sur un sur l'énergie et je sais plus c'est quoi l'autre. Mais voilà, donc ça vous montre qu'il y a quand même une diversité de thématiques. Et aussi, ça me fait penser que j'ai oublié de dire par rapport à mon bureau, on est aussi tous des chargés de mission et qu'on a une expertise thématique. Et donc, si jamais vous voulez faire un projet sur l'eau, on a un chargé de mission sur l'eau qui pourra vous accompagner. Moi, en l'occurrence, je m'occupe de la thématique économie circulaire. Il y a aussi l'énergie, les transports et la ville durable. Donc, voilà, globalement, on couvre un peu tous les champs. Donc voilà, donc vous avez mon contact si jamais vous avez d'autres questions, vous voulez me présenter un projet, on pourra. Enfin, voilà, moi je suis disponible pour échanger sur vos projets potentiels et vous accompagner dans votre démarche. Merci beaucoup, Florine. Écoutez, je vous propose de passer tout de suite à un premier témoignage, donc le témoignage de la société Altereo. Et Paul, je te passe la parole. Oui, merci Simon. Alors, tu peux directement passer à la prochaine slide si tu veux. Voilà. Donc, très rapidement, quelques mots hein, sur Altereo. Donc, nous, on est une société d'ingénierie, de conseil et de solutions digitales pour l'eau, la ville et les territoires. Donc, ici, vous avez la liste de nos différents métiers, sachant que pour l'export, alors, donc, nous, la société a 35 ans aujourd'hui et à l'export, on s'est toujours essentiellement concentré sur la partie hydraulique urbaine et sur l'innovation et le digital. Tu peux passer à la prochaine slide également. Voilà, donc nous, on vient de passer au stade de TI. Donc aujourd'hui, on est présent sur l'ensemble du territoire français et globalement, le marché français représente à peu près 90% de notre chiffre d'affaires. Mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on a toujours essayé de faire un peu d'export. Et donc, on a notamment eu l'occasion de faire plusieurs FASEP. Donc, je vous ai listé nos 3 dernières références FASEP. Donc, un en Namibie, pour une étude de faisabilité en fait, hein, et la conception détaillée d'un schéma d'adduction en eau potable. Donc ici, on était vraiment sur un FASEP étude classique, pour reprendre la présentation de Florine tout à l'heure. Et ensuite, les 2 derniers FASEP, donc Ouganda et Mexique, là, on était vraiment sur la partie innovation verte, puisqu'en fait, à chaque fois, on avait répondu à des appels à projets. Donc, dans le cadre de l'Ouganda, c'était pour la ville durable en Afrique, et dans le cadre du Mexique, c'était pour la décarbonation des services essentiels. Moi, je vais surtout me concentrer dans les exemples que je vais vous donner après sur le FASEP Mexique, puisque j'ai participé en fait à la réalisation du projet. Et aujourd'hui, donc, comme je le disais en introduction, je suis basé à Mexico, justement pour essayer de capitaliser sur le projet. Alors, donc, première chose, pourquoi faire un FASEP? Pour nous, le premier élément de réponse a toujours été d'essayer de constituer des références pour pouvoir répondre aux appels d'offres internationaux. Donc, comme je vous le disais, là, aujourd'hui, on est une ETI, mais donc, on vient seulement de passer au stade de TI. Avant, historiquement, on a toujours été une PME. Et c'est vrai que pour nous, c'était compliqué parfois de répondre à des AO internationaux, puisque très souvent, en fait, on nous demande des références soit d'un certain montant, soit dans des villes avec un certain nombre d'habitants, etc. Et donc, c'était pas toujours évident pour nous. Donc, monter les projets FASEP, ça nous permettait justement de constituer ces références qui nous permettaient par la suite de répondre à ces appels d'offres internationaux. Florine l'a montré tout à l'heure avec les différents exemples, et finalement, on a des budgets assez significatifs. Donc, ça nous permet, là encore une fois, de constituer des références solides. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas forcément de concurrence. Ce n'est pas comme un appel d'offres classique, hein, donc on présente un projet. Donc ça nous permet finalement de se faire plaisir avec des projets sur mesure. Là, moi, je pense notamment au projet Mexique, justement, sur la décarbonation des services essentiels. C'est quelque chose qu'on avait en tête, nous, depuis très longtemps, de nous axer sur la décarbonation des services d'eau potable.
mais ce n'était pas forcément évident de se positionner sur. Alors déjà, il n'y avait pas forcément d'appel d'offres sur ce sujet, et quand il sortait, ce n'était pas forcément évident pour nous de se positionner. Donc là, on a vraiment pu construire un projet sur mesure. Ensuite, remplir des CV de jeunes talents. La même chose très souvent pour les AO internationaux, on nous demande de positionner des CV d'experts avec tant d'années d'expérience, tant de références, etc. Donc c'est finalement un petit peu un cercle vicieux, puisque tant qu'on ne répond pas à ces appels d'offres internationaux, on ne peut pas constituer ces références et donc avoir ces CV d'experts. Mais donc finalement, ça nous empêche de répondre par la suite. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Là, l'idée des projets FASEB, c'est vraiment justement de positionner des jeunes sur les sujets. En tout cas, nous, c'est une stratégie qu'on avait adoptée. Donc pour constituer des CV d'experts. Ensuite, ça nous permet d'avoir une première référence dans un pays que l'on souhaite développer. Dans la partie démonstrateur des technologies innovantes, la même chose, en tout cas pour nos deux FASEP en Ouganda et au Mexique. On a voulu positionner donc, une technologie qu'on avait développée en 2018 qui s'appelle HPO pour le renouvellement optimisé des réseaux d'eau potable. Mais par définition, puisque c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, on n'arrivait pas à trouver des appels d'offres en fait, qui correspondent à cette prestation-là. Donc vraiment, nous, l'idée d'avoir des démonstrateurs, ça nous a permis de constituer des références et de pouvoir continuer notre prospection par la suite. Ensuite, travailler en bonne intelligence avec les membres du club FASEP. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment toujours été très intéressant pour nous, c'est que finalement, ça nous permet de nouer des liens assez forts avec les entreprises qui participent au projet. Et donc, souvent, ça peut déboucher sur des opportunités en commun par la suite. Et puis enfin, bon, ça, c'est important, ça offre surtout des opportunités de mobilité internationale pour les collaborateurs. Donc, encore une fois, c'est mon cas. Moi, aujourd'hui, je suis à Mexico City. Ce n'était pas forcément prévu à la base, donc j'en suis très content. Alors, bien réfléchir au pays finalement où monter son FASEP. Donc là, c'est la carte de 2023. Donc ça a été précisé tout à l'heure, hein, mais on a des pays qui sont éligibles et des pays qui ne le sont pas. Donc les pays éligibles apparaissent en vert. Après, nous, le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment d'essayer d'avoir une réflexion sur plus long terme, au-delà du projet. Pour éviter finalement de faire un one-shot, d'arriver dans un pays, de faire un projet, de repartir par la suite et de ne pas avoir de retombées économiques derrière. Typiquement, nous, dans le cadre du Mexique, c'était intéressant pour nous, puisqu'en fait, la gestion de l'eau est décentralisée. Donc, elle est gérée au niveau municipal. Donc, on savait qu'à la suite, finalement, de notre démonstrateur, on allait pouvoir faire de la prospection auprès de l'ensemble des municipalités mexicaines. On savait aussi que le sujet du renouvellement des réseaux d'eau potable était important, puisqu'on avait des réseaux en Amérique latine qui sont beaucoup plus anciens que les réseaux d'eau potable qu'on pourrait avoir en Afrique, par exemple. Donc, on a vraiment, nous, essayé d'identifier le pays avec une vision de long terme et de penser à l'après-FASEP. Alors, les bonnes pratiques finalement pour le montage du dossier. Donc, la première chose, ça a été précisé tout à l'heure, c'est d'identifier un bénéficiaire public. Donc, ça, c'est très important de l'avoir en tête. Finalement, c'est presque la partie la plus importante du projet, puisqu'il faut s'assurer en fait d'engager le bénéficiaire dans la co-construction du projet pour bien avoir une participation active de sa part pendant le projet finalement. Parce que la lettre d'intention, en fait, ça suffit pas forcément. Il faut vraiment embarquer avec nous, notamment les décideurs du bénéficiaire, pour assurer le succès du projet. Ensuite, même chose, là, je me répète un petit peu avec la présentation précédente, mais se rapprocher de l'ambassade et du service économique régional dans le pays bénéficiaire, ça, c'est très important. Ça permet d'identifier les priorités du pays, et puis ça nous ouvre quand même pas mal de portes, ça peut nous mettre en relation avec différents acteurs, donc ça c'est très important. Toujours penser au moment où on monte un dossier à justifier les retombées économiques pour les entreprises françaises. Ça c'est vraiment quelque chose qui, donc ça a été précisé tout à l'heure, hein, mais qui va attirer l'attention du jury finalement. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de faire un projet one shot et de partir par la suite. Il faut vraiment essayer de justifier donc des retombées tant pour nous que pour les entreprises membres du club FASEP. Ensuite, éventuellement, la partie la plus complexe au moment de monter le dossier, c'est la structure du tableau des prix à bien comprendre quand on fait le budget du FASEP, donc avec la distinction entre la part française et la part locale. Donc, quand on parle de la part locale, ça va être la participation de la part du bénéficiaire. Donc, quand on parle d'une participation, c'est la mise à disposition des locaux, mais aussi des équipes techniques pour nous accompagner sur le terrain pour réaliser les projets. Ça peut aussi être les frais liés à l'organisation du séminaire régional, etc., etc.
Finalement, alors moi, j'ai jamais eu l'occasion, donc j'ai participé à la réalisation du projet FASEP au Mexique. Après, j'ai pas eu l'occasion de participer en tant que tel au montage du projet, mais des échanges que j'ai pu avoir avec mes collègues, c'est pas un dossier qui est compliqué à monter en tant que tel, mais par contre, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Donc, il faut vraiment se préparer à l'avance, sachant que, voilà, encore une fois, la partie finalement la plus difficile et qui prend le plus de temps, justement, ça va vraiment être d'identifier le bénéficiaire adéquat pour monter le projet. Et finalement, voilà, un conseil aussi qu'on peut vous donner, c'est vraiment de s'entraîner pour la présentation orale devant le jury à Bercy. Alors, Florine va me corriger si je dis une bêtise, mais je crois que c'est 15 minutes. Donc, 15 minutes, ça passe assez vite. Donc, on ne Mais peut du pas coup, laisser place à euh, l'imagination. Oui, du coup, ça, c'est à par rapport l'improvisation, pardon. c'est par rapport à l'appel à projet, du coup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, par rapport aux 15 minutes, enfin, il me semble, hein, alors que, en Ouais. l'occurrence, il y a aussi, enfin, il y a aussi des FASEP qui peuvent être déposés au fil de l'eau pendant toute l'année, en fait. Oui, alors oui, mais par contre, j'avais compris, moi, qu'il y avait toujours une présentation orale à un moment Ok, pour défendre le projet. peut-être. Mais Ok. bon, en tout cas, ce sera vérifié, mais dans le cas où il y a une présentation orale, c'est assez court. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de place à l'improvisation, donc il faut essayer de se préparer en amont. Une fois que le projet démarre, donc c'est pas fini, il faut avoir donc plusieurs choses en tête. La première chose que nous on voudrait, oui c'est ça, hein, les FASEP au fil de l'eau, c'est les études de faisabilité qu'on peut déposer à n'importe quel moment dans l'année. Là, je Ça peut voyais être, la ça peut question être dans le les deux, chat. oui, oui. Ça peut être étude de faisabilité et démonstrateur, hein. Mhm. Euh, donc, ce qu'il faut avoir en tête, la première chose, c'est que, donc, on l'a dit tout à l'heure, le FASEP, c'est un don. Et en fait, le don n'encourage pas forcément l'engagement du bénéficiaire. Donc, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais finalement, puisque le bénéficiaire ne paye pas, ils ne sont pas forcément très exigeants, très regardants, et donc ça ne garantit pas forcément un engagement tout au long du projet. Donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut vraiment s'assurer de co-construire le projet avec le bénéficiaire pour avoir son soutien tout au long du projet. Alors la même chose pour, justement pour engager ce bénéficiaire. Nous, enfin, de ce qu'on a pu observer, hem, de par nos expériences passées, c'est très, très important, d'être sur place, mais surtout d'envoyer à un moment, les dirigeants de l'entreprise. Enfin, ça, c'est notamment le cas en Afrique et en Amérique latine. Je ne pourrais pas vous dire pour l'Asie, je connais moins. Mais, le fait d'avoir le directeur général ou le président de l'entreprise, à un moment, ça compte quand même. Donc pour essayer d'engager le bénéficiaire. Donc là, il ne faut pas hésiter à le faire, à organiser un voyage de prospection avec les dirigeants de l'entreprise. Ensuite, une fois que le projet est monté, il faut vraiment avoir une présence sur place. Donc là, nous, quelque chose qu'on a fait assez régulièrement et qui a plutôt bien marché, c'est le fait d'envoyer des VIE. Donc ça permet en fait d'assurer la gestion du projet, puis surtout d'être un intermédiaire entre l'entreprise et le bénéficiaire. Alors, il faut juste faire attention au statut de VIE. Quand on fait le montage financier du projet, on peut pas «vendre» entre guillemets un VIE comme si c'était le salarié d'une entreprise. Donc au moment d'être remboursé en fait par la direction générale du Trésor, on prendra en compte que les factures, adressées par Business France. Et enfin, il faut être très rigoureux sur la gestion financière du projet, donc notamment pour les dépenses remboursables, puisque heu, pour recevoir finalement le virement de la part de la DGT, il faut présenter les justificatifs. Et alors je vous dis quelque chose qui peut paraître très bête, mais nous, dans le cadre du projet Mexique, on avait été très embêtés à la fin par les frais de déplacement. Donc il faut bien conserver, hein, l'ensemble des tickets pour les péages, pour l'essence. Ça peut jouer à la fin. Oui, exactement, les cartes d'embarquement aussi. On n'y pense pas souvent, surtout si elles sont en version papier. Parfois, on a tendance à les jeter après avoir pris l'avion, et non, il faut bien les conserver pour pouvoir être remboursé par la suite. Et donc pour finir, j'aimerais vous présenter d'un peu plus en détail le FASEP que nous avons réalisé à San Miguel de Allende au Mexique, puisque c'est vraiment un succès, donc on en est très content. Et en fait, pourquoi c'était un succès? Puisqu'on a eu un engagement sans faille en fait dès le début de la part du bénéficiaire. Donc ça nous a permis en fait, le bénéficiaire a vraiment été moteur, dans la promotion du projet, au niveau, régional et même national. C'est-à-dire qu'au moment d'organiser le séminaire régional à la suite du projet, c'est directement le service d'eau de la ville de San Miguel qui a envoyé, enfin, c'est le directeur général qui a envoyé personnellement les invitations à l'ensemble des services d'eau de la région. Donc ça nous a permis en fait d'avoir, plus d'une dizaine de services d'eau qui étaient sur place.
À la suite de ce séminaire régional, on a une entreprise membre du club FASEP qui a trouvé un distributeur mexicain, donc qui a pu lancer son business par la suite. On a une autre entreprise qui a réussi à signer avec un contrat avec un des services d'eau présents. Et nous, à titre, en tant qu'Alteréo, là, on continue aujourd'hui à travailler avec le service d'eau de la ville de San Miguel de Allende à la suite du FASEP. Donc là, c'est vraiment très positif pour nous et on a vraiment bénéficié d'un engagement sans faille de leur part, notamment de la part des équipes techniques. Voilà, donc si vous avez des questions, de toute façon, je serai très content d'y répondre tout à l'heure, mais je vais laisser la parole à Bienergie. Merci. Merci beaucoup, Paul. Et merci pour la transition également. Du coup, Michael, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Donc nous, en fait, on a fait un FASEP pour un démonstrateur. Donc c'est la deuxième partie de mode, je crois, à présenter les deux types de FASEP qui existaient. Donc nous, on est sur le volet démonstrateur et environnement. L'objectif, c'était de promouvoir et de mettre en place une filière de régénération de batteries et d'huile. Donc nous, Bienergie, on est le spécialiste de la régénération de batteries et des huiles. On existe depuis 2005, on est présent dans 52 pays avec plus de 500 machines. Et on a 3 métiers. Le premier métier, c'est la fabrication de nos machines. Avec ces machines, ensuite, on fait de la prestation de services pour des entreprises, petites ou grandes, comme Airbus, Volvo Trucks Europe, Ikea, Carrefour, etc. Et ensuite, on a un autre aspect, notre métier, qui est le développement en réseau. Donc, ce qu'on fait ici, le siège est à Avignon. Ce qu'on fait ici à l'échelle d'Avignon, on le fait un peu partout dans le monde, aussi bien en Corée qu'au Liban, au Maroc. On va ouvrir Jakarta, on vient de signer la Polynésie, on est à Maurice, on est au Sénégal, on a une filiale en Inde, etc. Donc, l'idée était de dire qu'il n'y avait rien au Sénégal, et donc de développer quelque chose qui apporte des vraies solutions, à la fois environnementales et sociales, pour le Sénégal. Donc, on était vraiment dans la case, on va dire, démonstrateur. La R&D était déjà faite. On a amélioré quelques éléments, on l'a typé pour le Sénégal, et du coup, on est parti là-bas. Voilà. Donc, dans un premier temps, là, je vais nous présenter Bienergie. Et on va dire le FASEP, c'était un FASEP, nous, d'un montant de 600 000 euros. Donc, tout à l'heure, Maud parlait d'un ticket moyen de 500 000 euros. Pour nous, en tout cas, c'était un très beau FASEP. Et puis, on va voir ensuite, du coup, le retour d'expérience, la livraison, les difficultés rencontrées et les quelques conseils. Tu peux passer si tu veux, Simon. Voilà. Ouais, celui d'avant, j'en ai parlé, du coup. Hop. Ouais, voilà, donc. L'objectif, démontrer l'efficacité de la mise en place d'une filière de régénération d'huile et de batterie basée autour de démonstrateurs et de centres de collecte. On l'a débuté en mars 2022, donc c'est pas moi qui l'ai débuté, par contre je l'ai accompagné et finalisé. Et on a finalisé, on en parlera sur la dernière slide, mais il n'y a pas très longtemps, et le Sénégal a fait parler de lui, donc ça a peut-être encore été un des aspects qui a fait qu'on a été obligé de décaler et de s'adapter. Et nous, le bénéficiaire, c'est le ministère de l'Environnement du Sénégal. Donc effectivement, je rejoins ce qu'a dit, c'est Pierre, c'est ça, tout à l'heure? Paul. Pardon, Paul. Je rejoins ce qu'a dit Paul. Il ne faut pas le sous-estimer, ça prend du temps. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous tissez déjà des relations dans un pays dans lequel vous voulez aller. Que ce soit avec le service économique dans l'ambassade. Nous, on est en relation aussi avec le ministère de l'Environnement, donc l'ADEC, la direction économique et de l'environnement. Et puis, ça nous a permis aussi, on va le voir après, de prendre des contacts là, du coup, beaucoup plus commerciaux, parce que le but ultime, c'est quand même de promouvoir et de vendre de la prestation, des machines, l'ingénierie française, etc. Donc, c'est vraiment au service d'entreprises privées. Donc, franchement, c'est une sacrée aide, le FASEP. En tout cas, ça nous a beaucoup aidé sur la partie sénégalaise. Le contexte du projet du FASEP, c'était le suivant, c'est-à-dire qu'au travers de la régénération de batteries et d'huile au Sénégal, il y avait une vraie problématique à la fois de pollution et de santé. La mauvaise gestion des déchets entraîne vraiment des conséquences importantes. En bas, j'ai mis en rouge qu'un litre d'huile usagée, par exemple, jeté dans l'eau,
ou dans la terre pollue une surface d'eau de 10 mm², et ce pendant plusieurs années. Bon, il y a des tas de rapports de l'ONU qui vont en ce sens, j'ai mis 2 petits extraits. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'aspect en premier économique, il y a ce vrai aspect environnemental. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans la green tech, je crois, aussi comme Paul. Donc l'objet, c'est vraiment d'apporter des vraies solutions. Slide d'après. On a été, entre guillemets, aidé, hein, parce que nous, le président Bertrand Coste a commencé la régénération des batteries et des huiles en 2005. On le voit sur la photo en haut à droite, là. En 2005, on ne parlait pas encore de RSE. Et donc, petit à petit, tout ça a évolué. Et donc, il y a un contexte législatif qui nous a aidés en ce sens. Et entre autres, le plan d'action des Nations Unies là, sur la gestion des déchets dangereux 2020-2024. On avait été aussi invité par Madame Diop, qui est en charge des conventions de Bâle et de Stockholm, pour intervenir sur une COP dernièrement. Et puis tout le programme des Nations Unies et la convention de Bamako, qui interdit les importations de produits dangereux. Donc tout ça nous a aidés quelque part d'un point de vue administratif et législatif pour nous inciter à présenter le FASEP et à développer quelque chose au Sénégal. Donc en résumé, il y avait des sujets environnementaux, sociaux et économiques. L'objectif donc était le suivant, c'était, donc là ça a beaucoup évolué quand même, là c'est un extrait du rapport qu'on transmet à la Direction générale du Trésor. Donc c'est d'identifier du coup des centres de collecte, de mettre en place un démonstrateur et surtout dans notre troisième étape, c'est de sensibiliser les populations locales sur, on n'est pas systématiquement obligé de recycler avant le recyclage. Il y a la phase régénération, c'est-à-dire qu'on donne une deuxième vie au produit pour exactement le même usage et pour 2 fois moins cher. Donc on peut régénérer plusieurs fois certains types de batteries, plusieurs fois les huiles, tant que c'est régénérable. On évite comme ça de passer sur des filières de recyclage qui ne sont pas les mêmes au Sénégal que celles qu'on a forcément en Europe. Donc on a coutume de dire que, et ça a été vérifié, quand on sauve 1 tonne d'huile ou 1 tonne de batterie, on sauve 3 tonnes de CO2 en fait. Voilà, donc la régénération de batterie, on est entre 50 et 70 fois moins carboné que l'achat de produits neufs. Et sur l'huile, on est entre 20 et 40 fois moins carboné que l'achat de produits neufs. Voilà. Donc on a eu le temps, et je vous mettrai après, je vous ai mis des photos des séquences de sensibilisation auprès de centres de formation. Donc on verra ça tout à l'heure. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'était, alors avant, effectivement, c'est pas très compliqué, mais ça prend du temps. Donc sachant que vous n'avez pas de personnes dédiées à temps plein, nous on avait une personne, ça a été transmis, il y a eu quelques changements dans l'entreprise, donc il y a eu transfert d'informations. Et puis on va dire que c'est par à coup, c'est-à-dire que un coup vous faites avancer, après vous transmettez, après vous faites autre chose, plusieurs mois après vous y remettez. Du coup, c'est quelqu'un d'autre qui reprend le sujet. Bon, c'est un petit peu chronophage, mais c'est pas compliqué. Pendant, on a été, ça nous a mis un petit peu en retard parce que du coup, on est sur un démonstrateur, on est sur du post-Covid et il y a encore beaucoup de délais sur des achats de pièces et de fabrication de pièces. Donc ça nous a mis un petit peu en retard. Il y a les rapports intermédiaires qu'il faut faire. Ça, c'est évident. Donc, on a fait les rapports intermédiaires qui vont bien. On a dû tester le démonstrateur. Donc, une fois que tout est calé, on va dire, au niveau démonstrateur, il faut le tester avant de l'envoyer. Nous, on l'a testé chez Airbus à Toulouse, sur de l'huile hydraulique, la HVI 13, qui est utilisée entre autres sur les nacelles qui servent à travailler en hauteur, on va dire, aux abords des avions chez Airbus. Donc, on a fait l'analyse de test, entre autres par SGS, qui est spécialiste de l'analyse de l'huile dans le monde. C'est revenu vert, donc nickel. Excellent retour. Du coup, on a pu programmer la livraison, le transport, le dédouanement. Là encore, c'est une grande histoire, des fois, le dédouanement dans certains pays. On a eu un petit peu de casse sur l'habillage qui était autour, on peut dire de PLV, mais bon, ça cache tous les composants électroniques qu'il peut y avoir, etc. Ça les protège. Voilà. Et on a fait une livraison pendant un contexte, élection présidentielle sénégalaise. Donc on y va pas, on reporte, est-ce que les autorités viennent, est-ce qu'elles ne viennent pas. Donc nous sur place, on a une structure. Donc j'avais demandé au directeur commercial sur place de contacter le service de l'ambassade pour voir s'ils venaient. Parce que si les officiels viennent, c'est qu'a priori, normalement, c'est bon. Ils ont beaucoup plus d'infos que nous.
Donc on a quand même maintenu, on en a profité du coup pour faire la formation, former les équipes sur place, pour démontrer, donc pour faire la démonstration aussi, on a fait une cérémonie. Et puis aussi pour prendre des rendez-vous. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante, je pense. Voilà. Donc ne pas sous-estimer le temps. En faire une action commerciale et de communication. Donc vous voyez en haut les photos. Donc là, c'est un rendez-vous avec la Sympa. La Sympa, c'est une entreprise qui fait du conditionnement, du packaging agroalimentaire sur plusieurs pays autour du Sénégal. Donc là, on était en présence du directeur général, directeur technique de la Sympa. Les contrats sont en cours. Donc c'est bizarre parce qu'on y allait pour l'huile. On est reparti l'après-midi avec une batterie qui nous était livrée au centre pour la régénérer. Et là, j'ai envoyé tout à l'heure les contrats pour qu'on puisse faire signer des contrats de maintenance. Donc effectivement, comme disait Paul, il faut vraiment bien caler nous en tout cas pour la partie remise démonstrateur, il faut bien optimiser, il faut se déplacer, il faut former, il faut anticiper la partie commerciale et communication. Et en bas, pareil, c'est une entreprise, c'est TIS SA qui fait du transport d'hydrocarbures en Afrique de l'Ouest. Donc pareil, batterie et huile, très important. Une gestion qui aujourd'hui n'est pas optimale et une volonté malgré tout, même au Sénégal, d'être dans des critères RSE, de se caler sur des standards européens, comme le font les grandes entreprises. Hein. La RSE, la comptabilité extra-financière, ça leur est pas étranger. Voilà. Donc on en est sorti grandi. Je crois que sur les slides d'après, voilà, c'est la partie action de com. Donc on a réussi à avoir des articles de presse, à faire venir la télé. Donc moi j'ai été interviewé en français parce que le Wolof c'est un peu compliqué pour moi. Je débute. Donc c'est Henri qui s'est chargé de l'interview en Wolof pour une chaîne sénégalaise. Puis on voit à côté donc le démonstrateur qui a servi donc ça c'est le régénérateur d'huile qui a servi à faire la démonstration. Et je crois que sur les photos d'après, voilà, ça c'est des photos qui sont envoyées la semaine dernière, donc c'est vraiment tout frais de démonstration. Donc là on se déplace sur place au Sénégal dans plusieurs centres de formation. Il y a le centre de formation du BTP, mais il y en a d'autres. Je ne pourrais pas tous vous dire les noms, je ne les ai pas retenus. Mais donc, aller à la rencontre des populations locales, expliquer ce qu'on fait, qui on est, sensibiliser sur l'environnement, sur la régénération, et le fait qu'on n'est pas obligé de jeter. Pourquoi jeter quand on peut régénérer et redonner une deuxième vie pour le même usage à un produit? Voilà, c'était des notions qui sont aussi importantes ici que là-bas. Voilà pour le retour d'expérience. Super, merci beaucoup, Mickaël, pour ta présentation et ton retour d'expérience. Écoutez, comme promis, je vous propose maintenant de passer à la séance, à la session plutôt de questions-réponses. Donc, c'est le moment pour poser vos questions à la fois à nos membres qui ont donc participé et monté des projets, et également à Florine du ministère de la Transition écologique voilà, pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Alors moi, j'avais peut-être, du coup, je me lance, du coup, au niveau des questions. J'avais peut-être plutôt des questions pour Florine. J'avais 2 questions de mon côté. Est-ce qu'on est sur un cofinancement, c'est-à-dire qu'on parle de dons, mais est-ce que c'est un financement, un pourcentage plutôt des dépenses en fait totales de l'entreprise qui sont financées, ou est-ce que, enfin, en fait, comment est établi le montant du don qui est effectué? Ça, c'est la première question. Et puis ma deuxième, ça concernait, tu disais qu'il fallait un certain niveau de maturité technologique. Dans les projets d'innovation, on utilise beaucoup l'échelle TRL. Donc je ne sais pas si ça vous connaissez, si c'est cette échelle qui est utilisée aussi dans le cadre des FASEP ou pas du tout. Alors par rapport à la deuxième question, moi je connais pas l'échelle TRL Ok, et après je pense que c'est aussi plus jugé, enfin c'est plus la TGT qui va regarder ça, d'accord. mais en fait c'est juste qu'il faut que la solution elle ait déjà au moins 1 ou 2 retours d'expérience.
C'est ça, en D'accord. fait, c'est pas juste qu'elle se teste à l'international si elle n'a pas été testée en France. C'est juste cette logique-là. Mais et vu que c'est innovant, on sait que ouais, enfin, on n'attend pas que ce soit quelque chose qui soit implanté partout, etc. Forcément. Et, Ok. et après aussi, enfin, nous, du coup, quand on donne un avis technique, bah, ça permet aussi parfois justement un peu d'aiguiller la solution et parfois on fait des recommandations. Est-ce que vous avez pensé à intégrer ça, etc. Et tout. Donc ça peut permettre parfois aussi bah, à l'entreprise bah, un peu d'affiner son projet et peut-être avoir des éléments qu'elle n'aurait pas forcément pensé, etc. Et voilà. Et aussi, parfois, on peut mettre aussi en contact dans les clubs de suivi. On pense bah, tel acteur a une bonne expertise sur ce sujet-là et dans ce pays-là, donc on vous recommande de se mettre en contact. Et, enfin, ça peut être aussi une manière de solidifier le fait que ce soit innovant. Et par rapport au cofinancement, ça dépend aussi, ça dépend vraiment bah, du budget déjà, enfin du montant du projet. Voilà, si le montant du projet est à 100 000, il n'y a pas besoin d'aller chercher un cofinancement parce que c'est le minimum du FASEP, donc voilà. Donc ça dépend vraiment. Et après aussi, quelque chose à savoir, c'est que ça peut être un FASEP où l'entreprise se présente seule. Mais ça peut être aussi un consortium d'entreprise. Et dans ce cas, il faut qu'il y ait un chef de file. Et du coup, FASEP après aussi est réparti en fonction des actions de chacun. Enfin, donc c'est le chef de file qui reçoit le FASEP et après c'est à lui de répartir. Mais voilà, donc ça c'est le montant peut être un peu plus grand et du coup il peut avoir un cofinancement. Ça dépend vraiment des projets. Pour Bah, faire peut-être une partie de... Excuse-moi, Simon. Vas-y, Mickaël. Pour t'apporter une partie de la réponse, mais pas complète, je crois que le FASEP ne finance pas de la R&D pure. Oui, Il faut déjà que, voilà, il faut déjà que le produit existe, quoi. oui, oui. C'est ça, Florine? Ouais, c'est exact. Mm. Ok, ouais, parfait. Alors, en fait, ma question sur le cofinancement, c'était plutôt savoir si vous financez 100% des dépenses présentées ou si vous financez, enfin, sur certains appels à projets, par exemple, l'État, via BPI-France ou l'ADEME, va financer 50% du montant des dépenses qui sont présentées. C'est peut-être des mécanismes qui sont assez différents après, mais c'était Bah, plutôt ça ma question, quoi. en fait, enfin, ça dépend. C'est vraiment, enfin, les dépenses qui sont vraiment liées au projet, donc l'étude de faisabilité, ou par exemple, je sais pas à quoi tu penses, mais par exemple les déplacements, enfin, Hein. ça va être pris en compte. Enfin oui, si, D'accord. tout ça, c'est pris en compte. Ouais. Après, pour en donner un exemple, là, il y a un projet qui est passé au comité de dernier qui était en partenariat, donc c'était une entreprise française et en partenariat avec Société Générale. Et ça, par exemple, c'était quelque chose qui posait problème. Enfin, c'était euh, enfin, les côtés prestations bancaires, etc. et tout, ça rentrait pas trop dans nous, ce qu'on cherche à financer dans le FASEP. Mais après, en termes de type de dépenses, voilà, c'est par exemple tout ce qui est déplacement, etc. et tout, enfin, logistique, en fait, ça aussi, c'est pris en compte. Donc, voilà. Parfait. Merci, Florine. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau des participants? Je sais que certains voulaient monter des projets. Je suis sûr que vous avez des questions. Soyez pas timide, allez-y, c'est le moment. Euh, oui, Maud, j'ai une question. Allez-y. Pour être sûr d'avoir bien compris, donc il y a des études de faisabilité qui sont au fil de l'eau toute l'année. Et pour tout ce qui est démonstrateur, c'est un appel à projet. Donc là, on attend octobre 2024 pour voir. Non, je dois faire mon Non, appel. non. Non, en fait, il y a des En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a deux temporalités. Il y a un appel à projet par an, qui est donc à la période fin semestre 2020, du deuxième semestre. Donc en général, c'est en octobre-novembre. Voilà, donc ça c'est un appel à projet. Chaque année, l'appel à projet change de thématique. Il y a 2 ans, c'était sur l'énergie. L'année dernière, c'était sur l'agriculture. Cette année, ça va être encore publié. Voilà, donc ça, c'est une fois par an. Et Ah, donc, On comprend plus. Florine, on t'a très mal entendu sur la réponse. là, c'est bon ou pas? Ça a l'air un peu mieux, oui. Oui. La caméra, ça passe mieux. Ouais. Et du coup, je disais,
Enfin, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a deux temporalités. Il y a premièrement un appel à projet chaque année. Donc un seul, et c'est en général fin du deuxième semestre, donc octobre-novembre. Et il y a aussi, on se réunit nous au comité tous les mois. Donc tous les mois, on voit nos projets passer. Donc il n'y a pas besoin d'attendre le projet, surtout qu'en plus, le projet, c'est sur une thématique en particulier. Il y a 2 ans, c'était sur l'énergie, l'année dernière, c'était l'agriculture. Donc, ouais, enfin, vraiment, si vous avez un projet, allez-y quand vous êtes prêt. D'accord. Et donc, en fait, c'est indépendant du fait que ce soit une étude de faisabilité ou un démonstrateur. Finalement, au fil de l'eau, vous soumettez les deux, si je comprends bien. OK. Ouais. Merci. Merci Maud. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que Yvan, tu veux peut-être compléter sur le témoignage et Thibaut peut-être si vous voulez compléter ou... On peut si vous voulez. Thibaut, tu es toujours là ou pas? Oui, je suis là. D'accord, ouais, tu compléteras derrière. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on est intervenu, nous, pour la Jirama à Madagascar, qui est une société distributrice d'eau. Et effectivement, on était en groupement. On n'était pas chef de file. Les chefs de file étaient un bureau d'études, Hydroconseil, hein, un collègue avec qui on a l'habitude de travailler. Et on était dans un appel à projet qui était sur les solutions innovantes. Qui était un bel appel à projet, et du fait qu'il y ait 2 entreprises, effectivement, ça grossit l'enveloppe financière d'un tel appel à projet. Mais comme le disait notre collègue d'Alteréo, il y a aussi, il n'y a pas que l'aspect financier, et il y a cet aspect-là d'export qui est première expérience à l'export qui peut être très intéressante parce qu'en fait, nous, on a eu un gros volume de techniciens qui est parti faire de la formation, accompagner, faire de l'audit sur une expérience qui était très riche et qui a permis de les inscrire dans la durée dans cette logique d'export. Certains sont revenus avec une forte volonté de recommencer, mais effectivement, toutes les prestations export ne sont pas les mêmes. Et celles-là, elles permettent le fait de prendre du temps avec le client ultime, hein, et d'accompagner la structure sur quelque chose de très qualitatif et comme l'a dit Thibaut, avec du sens. Et dans nos métiers d'environnement, je pense que c'est hyper important parce que euh, aller faire de l'export pour faire de l'export et revenir sans avoir planté des graines qui sont même philosophiques, je trouve que c'est dommage. Et cet outil-là permet justement de pouvoir, parce qu'on n'est pas sur quelque chose soumis à concurrence où on va tirer les prix et où on va venir en pensant déjà à partir pour pas passer trop de temps. Là, on est vraiment dans une logique de faire en accompagnement. Et j'ai trouvé cet outil-là justement très propice au développement de la structure export. Voilà. Thibaut, je te laisse rajouter. Vu que tu t'es chargé du volet philosophique, je vais être beaucoup plus terre à terre et parler du volet business. C'est quand même une des priorités aussi de la DG Trésor de générer au travers de ces mécanismes quelques opportunités où, voilà, comme disait Yvan, semer quelques graines potentiellement pour des passations de marché futurs, etc. Donc, je voulais revenir sur un volet qui a été abordé, qui est l'animation commerciale du FASEP et qui est pour moi très importante et qui doit transpirer dès l'offre, à la fois pour séduire le comité, le jury, leur montrer qu'on va être proactif sur ce volet-là, qu'on va bien animer le club FASEP et les acteurs locaux. J'ai retenu, on disait qu'il fallait faire venir les dirigeants, effectivement, oui, faire venir nos dirigeants, des fois, pour une réunion, ne serait-ce que soit avec le bénéficiaire, soit au sein du club FASEP, au service économique du pays, c'est très bien vu. Le volet marketing, avec de la vidéo, des choses comme ça, c'est très bien vu aussi. Et pour terminer cet exemple, qui est aussi une façon de faire du business très amont,
Alors, il y en a certains qui ont la chance de voir les choses se transformer à très court terme. Nous, on était plutôt sur un FASEP étude avec à la fin la rédaction de termes de référence. Et la satisfaction aussi, au-delà de l'accompagnement, on va dire, court terme de l'opérateur et le transfert un peu de compétences et d'autonomie pour qu'il puisse se dépatouiller, c'est que nos termes de référence ont fait mouche, ont été lus, bien interprétés par des bailleurs de fonds, et potentiellement, voilà, cette action va s'inscrire dans la durée avec des choses très concrètes. Et ça, c'est aussi une satisfaction qui peut amener à du business ultérieur. Merci à tous les deux pour ce double témoignage philosophique et business en tout cas. Je pense que c'est toujours très utile de vous entendre aussi sur le vécu sur cet appel à projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Alors, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc vous avez toutes nos coordonnées, à la fois celles de Florine, celles de Michael, de Paul, puisque donc on vous transmettra les présentations. On est tous à votre disposition si vous souhaitez voilà, avoir des retours de nos membres. N'hésitez pas à les contacter puisque c'est aussi l'objectif de notre cluster. De me contacter moi si vous avez besoin voilà, d'un accompagnement sur le montage, de contacter Florine également qui a dit qu'elle se rendait disponible aussi sur la partie montage. En tout cas, merci encore à tous pour vos témoignages. J'espère qu'on a répondu à vos questions et qu'on vous a donné envie surtout de participer à des FASEP. Je crois que c'est le cas, parce que voilà, au-delà des retours qui ont été faits, moi ce que je retiens aussi, c'est que c'est une belle opportunité à saisir, et il me semble. En tout cas, c'est ce retour-là, moi, que j'ai envie de retenir aussi principalement. Même s'il y a du boulot pour le montage, mais ça c'est normal. Et encore une fois, on est tous là aussi pour vous aider dans cette démarche et cette dynamique. Donc, bah, écoutez, merci encore à nos intervenants. Merci à tous les participants. Et n'hésitez pas si besoin. Et puis du coup, je vais vous libérer 10 minutes, 10 minutes en avance. Merci encore à tous pour votre participation. Et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci Bonne beaucoup. Bonne fin de après-midi. journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.